Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. On connaît les deux qualifiés pour le second tour de la présidentielle en Centrafrique. Anissé Dologele sera opposé à Faustin Archange Touadéra. Tous deux sont d'anciens premiers ministres de François Bozizé. Vous entendrez leur toute première réaction au micro de notre correspondant à Bangui. Deux attaques suicides en Libye, l'une d'entre elles qui a frappé Zliten dans l'ouest du pays, la plus sanglante depuis le début de la révolte en 2011. Il y a eu au moins 50 morts. C'est un centre de formation de la police qui a été visé. Et puis des survivants qui témoignent lors du procès au Kenya 9 mois après la tuerie dans l'université de Garissa où les cours viennent de reprendre, des cours sous haute sécurité. L'assaut avait fait 148 morts, essentiellement des étudiants. Il aura donc fallu une semaine tout juste en Centrafrique pour avoir les résultats du premier tour de la présidentielle. Deux membres de la mouvance de François Bozizé sont qualifiés pour le second tour fixé au 31 janvier prochain. Anissé Georges Dologele, un poids lourd de la politique centrafricaine, et la surprise de ce scrutin, Faustin Archange Touadéra. Ils obtiennent respectivement plus de 24 et 19% des voix. Les précisions d'Anthony Fouchard à Bangui. Enfin, voilà ce qu'on entendait ce soir dans la bouche des Centrafricains. Ces élections, plus personne n'y croyait vraiment. Nous y voilà, direction le second tour. Un second tour qui devra opposer Anissé Dologele et Faustin Touadéra, deux anciens premiers ministres centrafricains. Dans le QG de campagne de Dologele, où je me trouvais pendant l'annonce des résultats, ça a été l'explosion de joie. Une explosion aussitôt tempérée par le chef de file. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus 29 adversaires. Nous en aurons un seul. Mais il nous faut avoir un seul vainqueur, c'est la République centrafricaine. Donc je compte beaucoup sur vous pour que la République centrafricaine ait cette victoire au soir du 31 janvier 2016. Merci et au travail. Bravo les gars. De la joie donc, mais une joie mesurée des deux côtés car la Cour constitutionnelle doit maintenant entériner ces résultats. Les 28 candidats qui sont restés sur le carreau ont déjà annoncé qu'ils allaient déposer des recours contre les nombreuses irrégularités, disent-ils, qu'ils ont constatées pendant le scrutin. La Cour aura 15 jours pour statuer et valider ces résultats. Ensuite, ce sera direction second tour, un second tour qui promet d'être rude entre les deux hommes et tous les deux le savent, c'est le jeu des alliances avec les autres candidats qui va permettre de remporter cette élection présidentielle. Anissé Dologele faisait donc partie des grands favoris. On connaît moins Faustin Archange Touadéra. Écoutez à sa toute première réaction après l'annonce des résultats. Je suis content qu'aujourd'hui, on voit que les Centrafricains regardent, choisissent, votent suivant un certain nombre de critères qu'on ne nous donnait pas avant. Avant, on pensait qu'il fallait avoir beaucoup d'argent, il faut être d'une région majoritaire, il faut être dans un parti politique. On ne regardait pas la qualité ou tout au moins les compétences. C'est ça. Aujourd'hui, les gens ont voté. Cette surprise-là, c'est parce que nous ont vu à l'œuvre. Des propos recueillis par Anthony Fouchard à Bangui. Le Burkina a enfin un Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, nommé par le nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré. Cet économiste est un nouveau venu sur la scène politique burkinabé. Il est inconnu du grand public. Il a fait une grande partie de sa carrière à la BCAO, la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. En Libye, un attentat à la voiture piégée a frappé la ville portuaire et pétrolière de Ras Lanouf, faisant 7 morts, dont un enfant et 11 blessés. Un attentat qui intervient quelques heures à peine après une autre attaque suicide, la plus meurtrière en Libye depuis le début de la guerre en 2011. Au moins 50 personnes sont mortes à Zliten, dans l'ouest du pays. Le récit de Marc Pope. Il est 8h30 dans ce centre de formation de la police côtière de Zliten, heure à laquelle se rassemblent les élèves dans la cour du bâtiment. Lorsque tout à coup, un camion-citerne rempli d'explosifs fait irruption dans l'enceinte de l'école. Il est arrivé en conduisant très vite. Il a passé le portail avec un gros véhicule et il a explosé. L'attentat, qui n'a pour l'heure pas été revendiqué, a fait de nombreuses victimes et les hôpitaux alentours ont été rapidement débordés. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est plongé dans le chaos et se déchire entre deux gouvernements rivaux. L'un, basé à Tobrouk, est soutenu par la communauté internationale et l'autre dans la capitale Tripoli. Une situation dont profite l'organisation de l'État islamique pour étendre son influence dans le pays.
On sait que le mode opératoire d'une attaque kamikaze est propre à l'État islamique et a déjà conduit des opérations comme ça, que ce soit contre l'armée qui est loyale à Haftar ou même contre les forces de Fajr Libya qui sont donc plutôt proches des frères musulmans. Ils ne font pas de différence, eux, entre les deux. Ils sont là pour se battre contre tout le monde. L'émissaire spécial de l'ONU pour la Libye a rapidement condamné cet acte. Martin Kobler appelle par ailleurs tous les Libyens à s'unir contre le terrorisme. Pour lutter contre cette menace croissante, l'ONU s'efforce de mettre en place un gouvernement d'union nationale. L'espoir est né le 17 décembre dernier avec la signature d'un accord entre les deux parties. Accord qui doit encore être entériné, et ce, avant le 17 janvier prochain. Au Kenya, on assiste à des récits terrifiants lors du procès de l'attaque de l'université de Garissa perpétrée par les Shebab en avril dernier. 5 hommes sur le banc des accusés. Ce jeudi, des survivants ont témoigné de l'horreur de cette tuerie qui avait fait 148 morts, surtout des étudiants. 9 mois après, les cours ont repris à Garissa. Nicolas Germain. L'université de Garissa a rouvert ses portes, mais la sécurité à l'entrée a été nettement renforcée. Un poste de police a même été installé sur place. C'est ici, en avril, dans l'est du Kenya, que 148 personnes avaient été tuées par les Shebab. Ils avaient ciblé les étudiants chrétiens. Le groupe djihadiste s'oppose à la présence de troupes kenyanes en Somalie. Les étudiants et professeurs qui ont choisi de revenir se disent sereins. Je voulais revenir ici. C'est ici que j'étudie, que je travaille. Je voulais continuer mes études. Nous pouvons surmonter ce défi. Le centre commercial de Westgate a rouvert après l'attaque. L'université de Garissa rouvre. Si on est tous ensemble, nous les Kenyans, nous pouvons surmonter ces tragédies. Le président de l'université affirme qu'il n'a jamais envisagé de fermer la faculté. Les Shebab tuent des gens partout. Mais si on était partis, ils auraient gagné. Ils auraient continué leurs atrocités. Nous devons résister et protéger les étudiants. Mais une centaine d'étudiants seulement est revenue. Quelques 700 autres, dont beaucoup de chrétiens, ont préféré poursuivre leur cursus dans une autre université, Eldoret, dans l'ouest du pays. Certains Kenyans y voient le signe d'une ségrégation croissante dans la région. Un massacre à caractère ethnique au Congo, dans l'est du pays. Au moins 15 personnes ont été tuées par un groupe armé. Une attaque attribuée au FDLR, les rebelles hutus rwandais. Les casques bleus et l'armée sont une nouvelle fois accusés de passivité par les populations de cette région. Les précisions de notre correspondant Thomas Nicolon. Comment un tel massacre a-t-il pu avoir lieu? Voilà la question que tout le monde se pose. Le village de Mikiri, celui qui a été visé hier, était officiellement sous le contrôle de la MONUSCO et de l'armée congolaise. Voilà pourquoi les populations locales se plaignent de la passivité de ces deux institutions. Du côté des assaillants, aucune certitude à l'heure actuelle, mais il s'agirait des rebelles rwandais du FDLR. Alors pourquoi ont-ils attaqué? Il existe plusieurs pistes. La première est celle des représailles. Au cours des dernières semaines, de nombreux jeunes ont pris les armes dans la région afin de traquer eux-mêmes les FDLR et ces derniers avaient promis des représailles. Il pourrait également s'agir d'un crime ethnique puisque la totalité des victimes appartiennent à l'ethnie Nandé. Les victimes, justement, il y en a 16. 14 sont mortes sur place et 2 ont succombé à leurs blessures une fois arrivés à l'hôpital. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a déclaré le mois dernier qu'il existait encore des poches de résistance en RDC. Et bien l'une de ces poches de résistance vient de faire parler d'elle. En tout cas, une chose est certaine, entre les rebelles ougandais des ADF et les Rwandais du FDLR, l'insécurité règne à l'est de la République démocratique du Congo. Vendre des fruits et des légumes ou tout autre produit en plein cimetière, à même les tombes, cela paraît invraisemblable et pourtant c'est une réalité à Brazzaville. Une situation qui choque certains habitants et qui semble dépasser les autorités. Le récit de Julia Siger et Ashreen Verdian. Dans cette église catholique de Bakongo, au sud de Brazzaville, cette famille rend un dernier hommage à celui qu'elle a perdu. Le cercueil est ensuite emmené dans les faubourgs de la ville, au cimetière Lukanga, ou plutôt ce qu'il en reste. De la nourriture, des fruits et légumes frais, le lieu a été transformé en un véritable marché. Ça me surprend, parce que le lieu où on enterre les morts, c'est un lieu respectable. Ce lieu est devenu un lieu de distraction. Un lieu là où on vend des choses, c'est devenu comme un marché, quoi. Des vendeurs ont décidé de s'y établir de manière permanente. Ils espèrent profiter de la présence des familles qui viennent se recueillir sur les tombes de leurs proches, mais aussi de celles des employés chargés de réparer les sépultures. Ces dernières années, de nombreuses tombes se sont dégradées
par manque de fonds publics. Les autorités assurent pourtant qu'elles vont faire le nécessaire pour y remédier. Si entre-temps ça a évolué, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème et que nous allons vite résorber parce que le cimetière et le marché ne peuvent pas cohabiter. Lukanga n'est pas le seul cimetière qui tombe en ruine. Celui de Tsiémé, au nord de Brazzaville, est fermé au public depuis 1976. Il s'est transformé depuis en décharge. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous. L'info continue tout de suite sur France 24.